Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et ça y est, ça recommence, on le dit ça tous les jours. Les vraies voix en forme, Philippe David. Oh ben en pleine forme. Ouais. En fait, vous allez toujours bien, vous. Oui, en général, ça va bien, oui. Pas vous? Mais oui, enfin, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais votre réponse m'intéressait pas non plus. Ça tombe bien. Tout le monde s'en fout, tout le monde fait semblant. J'aime bien parce que tout le monde est aux aguets en disant qu'est-ce qu'ils vont encore dire, mais c'est pas possible, c'est un gars, une fille. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio. On est ravis de vous retrouver pour parler de l'actu comme chaque jour. Et vous avez envie d'en parler, vous avez la parole. 0826 300 300, 0826 300 300, c'est votre émission. Vous êtes effectivement les bienvenus pour traiter de cette actu. Et notre musique du jour, Philippe, aujourd'hui, parce que vous savez que depuis une semaine, on démarre par une musique du jour, et ben c'est celle-ci, écoutez. Remixer le rire de Sébastien Ménard, voilà. Le tube de l'été 2023. On l'appelle la hyène sauvage. Voilà. En tout cas, vous souhaite la bienvenue. Allez. Ça commence. Non mais la semaine dernière, on a failli mourir. Je rappelle que ça a duré 3 minutes. Même Cécile de Ménibus n'arrivait même plus à reprendre sa respiration. Allez. On a gagné des auditeurs. Je ne suis pas certaine tout à fait. Si. Les animaux peut-être. On en a peut-être perdu 2-3. Allez, au sommaire de cette émission, un petit peu de sérieux. Les USA suspectés de sabotage du gazoduc Nord Stream. A-t-on accusé la Russie trop vite? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui. Un journaliste d'investigation accuse les États-Unis d'avoir saboté justement ces gazoducs Nord Stream 1 et 2. En septembre dernier, de son côté, le procureur général chargé de l'enquête en Allemagne avait déclaré qu'aucun élément ne permettait à l'heure actuelle d'incriminer la Russie. C'est une nouvelle piste peut-être, Philippe. Une nouvelle piste très intéressante, et puis c'est pas n'importe qui, c'est Seymour Hersh, prix Pulitzer, qui a révélé ceci et qui a priori, j'ai eu des infos ce matin, va faire de nouvelles révélations dans ce domaine, puisque d'après lui, pas sur nous. Non, pas sur nous. Non, les dossiers sur nous sont beaucoup plus sérieux que le sabotage des gazoducs Nord Stream. Donc ce seraient des plongeurs de l'US Navy aidés par la Norvège, la CIA, sur ordre de Joe Biden, qui auraient saboté les gazoducs entre la Russie et l'Allemagne. Alors, on vous demande dans cette question, a-t-on accusé la Russie trop vite? Vous dites oui à 94%. 0826 300 300. Et puis on va revenir dans le coup de projecteur sur cette baisse de natalité, ces contraintes budgétaires qui poussent les fermetures des classes. Est-ce que c'est inéluctible pour vous? La carte scolaire de 2023 annonce encore de nombreux départements des fermetures de classes en cascade, en cause, soi-disant, la crise Covid et la chute de la natalité, Philippe. Oui, et on parlait l'autre jour avec Françoise Degois des Hautes-Pyrénées, de petits villages comme Arcisans-Savant ou Saint-Savin, mais même dans Paris, intramuros, il y a beaucoup de fermetures de classes. Les associations de parents d'élèves ne comprennent pas pourquoi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est normal parce qu'il y a une baisse de la démographie et que donc il y a moins d'élèves? Vous avez une classe qui est supprimée chez vous, que ce soit à Paris, que ce soit dans un petit village, on vous attend au 0826 300 300. Est-ce que ces fermetures de classe sont inéluctibles pour vous? Pour vous, vous dites non à 60... Inéluctable, hein, c'est pas inéluctible. Inéluctable, excusez-moi, j'ai dit inéluctible. Oui, dites inéluctible, mais c'est pas grave. Moi j'aime bien, c'est des jolis mots qu'on invente. Moi ça me plaît. Et voilà, inéluctable. C'est fini. Imperfectible ou imperfectable ou cartable. Comme vous voulez. En tout cas, vous dites ce que vous voulez, mais vous nous appelez 0826 300 300 et bienvenue dans la mauvaise foi de Madame de Ménibus. Les vraies voix Sud Radio. Excellent. Et au programme, bien entendu, nos éditorialistes du jour, vous les avez entendus, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Philippe. Mais les vraies voix, c'est comme un grand livre. On a envie qu'il se termine, mais on voudrait qu'il dure tout le temps. Oh, et donc le vendredi approche, ça va être un petit moment. Ça nous rend triste, petite larme. Allez, on pleure. Allez, on rit pas mal. Françoise Degois, éditorialiste. Francoise. Ouais, mais c'est ce que dit mon Siri quand je vous appelle. Comme j'ai pas mis la cédise, j'appelle Francoise. Degois. Sud Radio, bien sûr. Vanny. Oui, c'est ça, éditorialiste Sud Radio et LCI. Est-ce que je peux juste faire un petit prolégomène pour commencer cette émission? Rappelez que Philippe David porte aujourd'hui un costume noir. Je suppose que c'est pour saluer l'extraordinaire performance de son équipe préférée,
Le PSG hier écrasé par l'OM. Je salue tous les gens de Marseille qui nous écoutent, car depuis des années, je rame contre le courant, car je soutiens l'Olympique de Marseille. Et ça n'est pas avec peu de fierté que j'ai aimé ce match hier soir. Oui. Cette information est scandaleuse, Oui, François je sais Degois. que vous êtes Je la scandalisé, remise par alors. devers moi. Alors, on s'est remis. Et moi, je veux Philippe dire, David. les remarques de Françoise Degois, j'en ai marre. Ah oui, on s'est Françoise, remis. elle sait hiérarchiser les sujets. Ouais, on s'est remis, mon On petit. s'est remis. Oui, Et pour ça va finir, mieux. notre hyène sauvage, Sébastien Ménard, est avec nous, président de le BPO je suis et en forme, mais en entrepreneur liberté. dans la... Oui. Et attention, les hyènes n'attaquent pas que les animaux morts. Elles peuvent Non, attaquer non, des non, animaux non. vivants. Non, je vais mordre Françoise. Et notre Moi, je spécialiste, suis le roi lion, si tu veux. notre spécialiste de la food tech, et on part à Ah, je Évian. pensais que tu disais de la foutaise. Parce que le spécialiste de la foot tech, si tu veux, quand on la n'entend pas foutaise. bien, ça dit le spécialiste de la foutaise, c'est pas mal Eh bien, défini. peut-être qu'on le dira à la fin de l'émission. On verra, on en parlera. Direction Évian-les-Bains, en Haute-Savoie, avec Sandrine qui est avec nous. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Comment Coucou. ça va Sandrine? Ça va? Ça va très bien, rien que d'être avec vous déjà c'est un plaisir. Ah, Non, mais fabuleux. ne dites pas ça, dites ça à la fin, on dit toujours au début et puis à la fin on dit bah finalement c'était un peu l'enfer, j'ai pas pu en placer une, c'était très très compliqué. Sandrine, vous allez devoir choisir entre Philippe Bilger, entre Françoise Degois et entre la hyène sauvage, puisque c'est son nouveau nom. Avant c'était la tête à claque, maintenant c'est la hyène sauvage. Là où il y a Sébastien. bien, il y a du plaisir. C'est ça. Il l'avait préparé. Non, mais elle venait naturellement. Ah oui. Comme chez Philippe, Voilà. il les prépare de Pour longue notre date. quiz, pour l'actu, le quiz de l'actu, donc bon, Philippe Bilger, tous les jours, donc on lui demande de se vanter. À un moment donné, il en peut plus. Françoise Degois, allez-y, Françoise. Sandrine, ne jouez pas contre moi, car évidemment, je n'ai pas le souvenir, depuis que cette émission existe et ce jeu, de l'avoir perdu une seule fois. Donc, si vous voulez gagner, vous choisissez la hyénasse ou bien l'avocat général, c'est Voilà. beaucoup plus chic. Moi, C'est je ça. trouve que c'est plus chic de choisir Philippe Bilger. De toute façon, si vous êtes avec moi, contre quelqu'un, on gagne normalement. Et Sébastien Ménard, promettez-nous que si on vous appelle la hyène sauvage dans la rue, dites-le nous que effectivement ça a fonctionné. Sébastien Ménard, vous pouvez vous vendre. Je vais simplement dire à Sandrine, à notre auditrice, préférée que avec ou sans moi, on devrait bien se marrer. Ah, très bien. Allez, Philippe Bilger. Sandrine. Pour une fois, je dirais à Sandrine qu'elle ne me prenne pas. Je voudrais pas interrompre la série de victoires de François. Quelle magnanimité! Bravo, Philippe Elle Bilger. part bien, Vous cette restez avec émission. nous, Sandrine, vous restez avec nous, bien sûr, vous êtes notre vraie voix invitée et prioritaire aujourd'hui, 0826 300 300, si vous voulez bien entendu nous appeler. Allez tout de suite, le réquisitoire du procureur. Bah, Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Monsieur le procureur veut requérir contre les ambitieux opportunistes. Ah oui. Alors là, c'est un sujet que je trouve passionnant. Il vous Et regarde, là, Philippe. ça va être intéressant, Sébastien et Françoise. J'aimerais vraiment avoir votre avis argumenté si on a du temps. Vas-y, Profitez-en, vas-y. ça ne durera pas. J'entends souvent, notamment sur CNews ou ailleurs, des gens se moquer de l'évolution des politiques. C'est-à-dire, je pense pas forcément à Olivier Dussopt, il y en a d'autres qui avaient certaines positions il y a quelques années et qui en ont changé sur les retraites ou sur autre chose. Et je trouve, en définitive, un peu offensante l'accusation de les incriminer immédiatement pour trahison, comme s'ils avaient violé une règle fondamentale. Et là où je me pose une question, et je requiers évidemment contre les ambitieux opportunistes, en revanche, je n'irai pas jeter la pierre à tous ceux que la sagesse, la lucidité ont habité tout à coup et qui comprennent que leur opposition d'hier sur les retraites ou sur autre chose n'était pas justifiée. Je serais intéressé de savoir par vous, quand vous qualifiez un transfuge de traître ou quand il fait simplement une adaptation pragmatique.
Françoise de Gois. Un Dussopt est-il un traître ou non? Ça rappelle une citation de Clémenceau. Un Dussopt, un Olivier Dussopt, je ne veux pas parler comme ça en ces termes de lui. La réalité, c'est que vous avez des gens comme Gabriel Attal, Olivier Dussopt, toute cette partie-là qui a compris qu'à un moment donné, François Hollande serait jamais réélu, ils sont tous partis avec armes et bagages chez Emmanuel Macron. Donc Olivier Dussopt, moi je peux pas avoir eu Olivier Dussopt. Je veux bien qu'on fasse des changements profonds et des révolutions personnelles, mais quand on a signé pendant des années l'émotion les plus à gauche du Parti socialiste et qu'on se retrouve, si vous voulez, à défendre un projet qui est tout sauf socialiste avec des convictions qui vont avec, parce qu'à force de se mentir à soi-même, on finit par y croire, eh bien oui, là je pense que nous sommes sur des opportunistes purs. Vous savez, c'est comme tous les gens qui étaient dans l'équipe DSK et qui sont passés avec armes et bagages chez Emmanuel Macron, ils le racontent sans embâche, ils disent tiens, on a trouvé notre cheval. Vous savez, les cabinets, la vie politique est faite aussi de gens qui cherchent leurs chevaux et il faut miser sur le cheval gagnant. Et il y a un nombre incalculable de gens qui ont tourné Kazakh, puisque nous restons dans la métaphore hippique, pour la raison simple qu'ils voulaient tout simplement être élus. Après, vous avez des changements profonds de vision. Vous avez des gens qui évoluent effectivement, qui changent sur des sujets profonds, sur des sujets de société. Mais c'est assez rare. Moi, je pense que les affreux opportunistes sont légion, beaucoup plus. Sébastien Ménard. Alors, je vais démarrer en disant bravo Françoise, et merci Françoise, parce que pas mieux, en fait, elle a tout dit. Ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, dans l'écosystème actuel que vous décrivez, Philippe, il y a de véritables opportunistes, et Françoise les a cités, donc je ne vais pas les citer de nouveau. Et puis, il y en avait d'autres, venus plutôt de la droite, qui eux se sont adaptés, parce que quelque part, je dirais, l'univers programmatique du candidat devenu président Macron était plus de droite que de gauche. Donc il y a des vrais cocus, et qui, quelque part, ont décidé à un moment donné de franchir le Rubicon et de trahir un certain nombre de leurs idéaux, et puis d'autres pour qui, enfin je pense que pour un mec comme Bruno Le Maire, pour Gérald Darmanin, ou pour d'autres, il n'y a justement pas de problème. Il y en a parce que politiquement, il y a un espèce d'alignement idéologique c'est pas des opportunistes, avec Emmanuel Macron. Pour d'autres, effectivement, quand on a Dussopt qui a combattu dans différents hémicicles la politique actuelle du gouvernement et qui aujourd'hui la défend et l'incarne, oui, il y a un sujet. Oui, mais on a encore une seconde, Cécile. Oui, tout à fait. Très court. Mais pour Dussopt, qu'est-ce qui vous permet, par exemple, de dire que lui-même n'a pas été touché par une sorte de grâce réaliste pour comprendre aujourd'hui qu'il défend... Alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé en 2000. Non mais Philippe Bilger, il faut... Moi j'aime votre vertu, mais qui veut faire l'âne fait la bête, qui veut faire l'ange fait la bête. Pourquoi, François? Parce que, non mais je vous le dis, non mais soyons un peu pascaliens, mais c'est la réalité. Il s'est passé... Je vais vous expliquer comment ça s'est passé en 2017. Vous avez tous les macronistes qui sont allés dans les circonscriptions en disant soit tu passes chez nous et tu seras élu avec Emmanuel Macron, soit on te met un candidat dans les pattes. Ça a été un carnage pour tous les militants et les candidats socialistes qui ont refusé de faire allégeance à Macron, et j'en connais un certain nombre. Il y en a qui ont accepté d'être un peu soft, ils n'ont pas eu de candidat en face d'eux. Donc la réalité du changement d'idéologie, c'est une réalité de circonscription. C'était soit tu signes avec Macron, soit tu as un candidat dans les pattes. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. La politique est pure, mais elle est aussi extrêmement pleine de bassesse. Donc je peux vous citer la liste de tous les gens qui sont dans l'hémicycle, vous allez expliquer comment ça s'est passé. Voilà. Merci Françoise. C'est la règle, ma pauvre Lucette. Très bon sujet en tout cas. Merci beaucoup Philippe Bilger de nous avoir proposé ce sujet intéressant. Philosophique. Absolument. Vous restez avec nous. Oui, absolument, on peut le dire. On peut le dire. Voilà, c'est bien, on peut le dire. Eh ben disons-le. 0826 300 300 si vous voulez partager ou participer au débat. Dans quelques instants, juste après Félix Mathieu, les trois grands titres, on reviendra sur ce qu'a dit ce journaliste d'investigation américain. Il dit que les USA pourraient être suspectés d'avoir saboté le gazoduc Nord Stream. Est-ce que vous pensez qu'on a accusé trop vite, forcément, et trop facilement les Russes? Et ben pour l'instant, vous dites oui à 92%. Donc si les 8% peuvent nous appeler, ça nous arrange. 0826 303. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et le retour des vraies voix, c'est les vraies voix du jeudi, chaque jour. Et ben c'est différent. Ce serait tant mieux, sinon on s'ennuierait un petit peu. Ce serait répétitif. Oui, c'est ce que je viens de dire. À chaque fois les mêmes et à chaque fois d'autres. Non, mais alors vous êtes d'une profondeur là ce soir. Là vraiment, je pense qu'on crève le plafond de la philosophie politique. Là tous les deux, là, plic et ploc, tout en noir. Oh là là. Non, c'est du bleu marine. Oui, ça va, Boulet-Bill Non mais c'est vrai qu'il n'y a que du noir et du bleu marine. Plic et ploc, j'adore.
rouge, parce qu'il ne faut pas oublier la couleur de la gauche. Bon, c'est pas grave. Allez, bienvenue dans les vraies voix. Non, vous n'avez pas dit ça. J'ai failli dire. Non, j'ai entendu autre chose, mais je préfère pas l'avoir entendu, ça me dégoûte. C'est que ma langue a fourché, j'aurais pas fait exprès. En tout cas, vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix avec le grand débat du jour aujourd'hui. Vous savez, ce journaliste d'investigation américain qui suspecterait les États-Unis d'avoir saboté le gazoduc Nord Stream, en tout cas les deux. Est-ce qu'on a accusé trop vite la Russie? On a envie de vous entendre là-dessus. 08 126 300 300. Vous êtes en majorité à dire oui sur notre compte Twitter. Tout ça pour ceux qui votent. Allez, tout de suite, les 3 points de l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir, et les 3 mots aujourd'hui sont Zelensky, Beyoncé et Mausolée. Oui, le président ukrainien à Bruxelles aujourd'hui après un passage à Paris. Cette nuit, Volodymyr Zelensky a reçu la Légion d'honneur, mais il réclame surtout des avions. Beyoncé annule une date parisienne à cause des travaux sur le RER. Faut pas charrier, répond Valérie Pécresse, visée par les fans désabusés. Et puis la dépouille de Lénine, victime d'une tentative de vol par un visiteur alcoolisé dans son mausolée à Moscou. On ne sait pas si l'homme avait un peu trop forcé sur le rouge. Les vraies voix Sud Radio. Volodymyr Zelensky acclamé à l'Elysée cette nuit, tout comme cet après-midi à Bruxelles. Devant les eurodéputés, il réclame en urgence des avions et des armes lourdes face aux avancées récentes de l'armée russe. Nous ne défendons pas que notre territoire, nous défendons notre maison européenne, plaide le président ukrainien. D'ailleurs, c'est à peu près ce que lui a dit Emmanuel Macron cette nuit après lui avoir remis la Grand Croix, le plus haut grade de la Légion d'honneur. Depuis un an, l'Ukraine, son peuple, ses forces armées, son président, font face avec un immense courage aux armées de la Russie. Le crime d'agression ne peut être toléré en aucune circonstance, encore moins s'il est le fait d'une puissance telle que la Russie. Ce qui se joue en Ukraine engage l'avenir de l'Europe, nous en sommes pleinement conscients. Le rétablissement de l'Ukraine dans ses droits est l'affaire de tous ceux qui dans le monde œuvrent pour la paix, la sécurité internationale et l'ordre international. C'est ce que nous plaidons. L'Élysée qui avait aussi invité le chancelier allemand Olaf Scholz pour l'occasion. De son côté, la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni a critiqué cette invitation du président ukrainien en France. Elle reproche à Emmanuel Macron d'avoir ébréché l'unité européenne pour plaire à son opinion publique française. Mais certains médias italiens affirment qu'elle serait plutôt vexée d'une certaine manière de ne pas avoir été invitée hier soir. C'est l'occasion de commenter, Philippe Bilger. Elle aurait dû être invitée, de mon point de vue. Et par ailleurs, je ne suis pas persuadé que ces actes, aussi signifiants soient-ils, de caractère symbolique, soient bien utiles, parce que en définitive, je préférerais que Zelensky soit aidé effectivement, mais on en a beaucoup parlé dans les vraies voix. Si on l'aide effectivement encore davantage, on va devenir des co-belligérants, on l'est peut-être déjà. Est-ce que le drapeau qu'il a érigé de l'Europe, est-ce que forcément c'est une provocation aussi? Non, moi je crois que c'est un acte fort. Ce qui s'est passé hier, c'est un dîner quasiment historique. Je pense que c'est surtout les mots les plus importants d'Emmanuel Macron, c'est « la Russie ne gagnera pas cette guerre ». Je pense que c'est la première fois que Emmanuel Macron sort à ce point de son ambiguïté et des malentendus. C'est vrai que jusqu'au bout, vous savez, moi je critique beaucoup Emmanuel Macron, mais sur la question ukrainienne, je trouve qu'il a un bon comportement. Et d'ailleurs, Zelensky ce matin dans le Figaro le dit, Emmanuel Macron a changé et pour cette fois pour de vrai. Donc il a bien cerné la psyché de notre président. Moi j'ai trouvé très important ça hier. Après, la co-belligérance, si on tient compte du droit international, la co-belligérance, elle n'y est toujours pas. Ce sont des armes de défense. Après, Vladimir Poutine peut décider, il a tellement violé de lois internationales, et il a tellement violé toutes les lois internationales qu'il peut décider que nous soyons belligérants ou pas. Je pense que c'est un faux argument, la co-belligérance. La question est, qui va être celui qui va lâcher le premier pour se mettre autour d'une table de négociation. Donc moi, j'ai trouvé hier très important cette rencontre. Sébastien Ménard. Emmanuel Macron, pour moi, il a pu pivoter parce qu'en fait, notre ami Vladimir Poutine, entre guillemets, il est passé de la gravité au grotesque, c'est-à-dire en taxant les Ukrainiens et je dirais leur soutien de Quatrième Reich, de dire que finalement il était dans une entreprise de dénazification. Alors au départ c'était lié à la qualification de quelques brigades de l'armée régulière ukrainienne qui avaient officié outrageusement en Crimée, encore qu'on n'a pas complètement toutes les preuves pour pouvoir l'affirmer. Voilà, bon, Poutine s'est définitivement disqualifié, et pas que dans le narratif, il s'est disqualifié, je dirais, aux yeux du monde entier, il s'est disqualifié
qualifié de partout. Donc c'est aussi la raison pour laquelle, je peux ne pas être d'accord, Françoise, mais je pense qu'on avait un président de la République française qui était extrêmement prudent, qui était en même temps. Voilà. Et aujourd'hui, c'est très compliqué, voire impossible, d'être en même temps avec l'un des belligérants, à savoir Vladimir Poutine. Juste sur le monde entier, je suis absolument pas d'accord. Nous avons un biais occidental. Le monde entier ne soutient absolument pas notre guerre en Ukraine. Je l'avais dit. Tu as raison de me reprendre, Françoise, parce que je l'avais dit. L'Inde ne soutient pas ni l'Amérique du Sud, ni l'Afrique, ni la Chine. Et moi, Sébastien, en un mot, ça n'est pas pour vous contredire absolument, mais je dirais que Poutine, c'est l'évolution inverse. Et c'est pour ça que je suis très inquiet. Il est passé du grotesque à la gravité. Et je suis assez d'accord avec Philippe. Moi, je ne pense pas du tout qu'il est grotesque. Pardon. Eh ben, certains diront qu'elle est passée de la gravité au grotesque. On en vient maintenant à cette réponse sèche de Valérie Pécresse aux fans de Beyoncé à propos des travaux sur le RER. Camoulox, je vous résume l'histoire. Beyoncé est en concert au Stade de France le 26 mai prochain. Et seulement le 26 mai prochain. Il n'y aura pas finalement de deuxième date le lendemain. Deuxième concert annulé à cause des travaux de rénovation prévus sur le RER B, explique la société de production. Résultat, la présidente de la région et d'Île-de-France Mobilité a été mise en cause par les fans de Beyoncé. Affaire sérieuse, puisque Valérie Pécresse a fini par publier une vidéo pour leur répondre. J'ai le dos large, mais il faut pas charrier. La vérité est toute simple. Les dates de travaux des transports qui amènent au Stade de France, les dates des travaux de SNCF Réseau sont connues 2 ans à l'avance. Et tous les professionnels de l'événementiel le savent. Alors si le producteur de Beyoncé a commis une erreur et mis en vente des places à une date qui était rigoureusement impossible et intenable, c'est de sa faute. Et il ne faut pas se défausser sur les autres. Ça n'est pas très courageux. Alors je le dis, moi j'adore Beyoncé. Je lui dis bienvenue en Ile-de-France. Mais la prochaine fois, il faudra prendre un producteur qui vérifiera que le stade est disponible à la bonne date. Elle a bien raison. Et voilà, ça c'est balancé. Alors là, elle a bien raison. Elle ne peut pas être mauvaise tout le temps, Valérie. Non, mais elle a vraiment raison. C'est quoi ces conneries? Non, mais vraiment. On peut accueillir Beyoncé à Pau. Moi, j'ai le Palais des Sports, j'ai de la place. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème de RER à Pau. Et puis on peut l'accueillir à Marseille aussi. Tu sais, le vélodrome est assez grand maintenant. Vous êtes en boucle là. J'ai décidé de vous emmener. Si vous voulez accueillir Beyoncé chez vous, 0826 300. Elle est en déshérence. Et on termine par cette étonnante histoire à Moscou, Félix. Un homme ivre a tenté de voler la dépouille de Lénine dans son mausolée. Encore un qui a dû prendre Michel Sardou au premier degré. Lénine, relève-toi. Ils sont devenus fous. L'incident s'est produit dans la nuit du 6 février. Un homme a été arrêté alors qu'il tentait de s'introduire par effraction dans le mausolée où repose le corps de Lénine et de le voler, détaille donc ce communiqué de la garde fédérale relayé par une agence de presse russe. Communiqué repéré notamment par nos confrères de l'Indépendant. L'homme de 42 ans est parvenu à escalader une clôture, puis il a été arrêté au moment où il cherchait à enjamber une barrière à chaîne. Bon, finalement, comme il était très alcoolisé, une ambulance est venue le chercher sur place, devant le monument Place Rouge. Le fondateur de l'Union soviétique, en tout cas, est mort depuis 99 ans tout de même, donc on peut imaginer que la dépouille embaumée n'aurait sans doute pas trop apprécié le voyage. Tu dois tomber de haut dans ton éternité. J'ai déjà vu la Place Rouge et à quoi ça ressemble. Dis donc, pour arriver à penser qu'on peut piquer la dépouille de Lénine, il avait bien dit. Je pense que la vodka, là, faut arrêter monsieur la vodka. Mais le 6 février est une date tout de même en Russie. Ouais, c'est incroyable. Non. Eh bien, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h, jusqu'à 20h, mais en tout cas avec nos éditorialistes Philippe Bilger, Françoise Degois, avec Sébastien Ménard. J'ai du mal à dire votre nom maintenant. Vous savez que Sébastien Ménard, notre patron de la Food Tech, en tout cas le grand débat sur cette suspicion des États-Unis qui serait peut-être à l'origine de ce sabotage du gazoduc Nord Stream. Est-ce que vous pensez qu'on a accusé un petit peu rapidement la Russie? Est-ce que c'était prévisible que ce soit pas eux? En tout cas, on a envie de vous entendre. 0826 300. Et vous êtes 94% à dire oui. Vous voulez réagir? C'est Aude qui vous attend. Au 0826 300, à tout de suite. Merci de nous rejoindre chaque jour de plus en plus nombreux. C'est les vraies voix avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Sébastien Ménard, notre patron de la Food Tech, avec Philippe David. Ah, vous étiez là, Philippe David? Oui, j'étais là. Oui. On ne vous avait pas vu. Il est en deuil depuis hier soir. Vous êtes en boucle, vraiment. Je suis en boucle, bien sûr. Alors, il est en deuil depuis hier soir, puisqu'il y a une Marseillaise contre un PSG. Oui, voilà. Une Lohémienne contre un PSG. Mais le TFC s'est qualifié. Ça, c'est bien. Pour une fois qu'on gagne. Malheureusement contre Reims.
C'est terrible. Ça y est, on a fait notre page football, on va y aller. Allez, on vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vraies Voix. Tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les 2 gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne ont été subitement touchés par 3 grandes fuites. C'est le scénario du pire. Le Kremlin explique que ce gazoduc ne sera pas remis en service tant que les sanctions européennes ne seront pas levées. Une explosion sous-marine, ça peut être un accident, mais 3 explosions en quelques heures, ça ne peut pas être accidentel. Kiev qui dénonce au sujet de ces fuites une attaque terroriste planifiée par Moscou. Un jour où la Pologne et la Norvège annoncent l'ouverture d'un gazoduc entre les 2 pays. Il y a déjà eu des actions suspectes en mer Baltique, notamment des câbles de télécommunications qui subitement ont été sectionnés. C'est une opération complexe qui ne peut être menée que par un pays. Un journaliste d'investigation accuse les États-Unis d'avoir saboté les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en septembre dernier. De son côté, le procureur général chargé de l'enquête en Allemagne avait déclaré, je cite, qu'aucun élément ne permettait à l'heure actuelle d'incriminer la Russie. C'est une nouvelle piste peut-être, Philippe. Une nouvelle piste, oui, d'autant que les médias européens, occidentaux, on l'a entendu, s'étaient engouffrés en général pour nombre d'entre eux dans la brèche en disant que c'était la Russie qui avait saboté son propre gazoduc, quelque chose qui ne faisait pas tellement de sens puisqu'ils ont le robinet depuis chez eux. Alors vous, que pensez-vous? Est-ce que les USA sont suspectés du sabotage du gazoduc Nord Stream? Ça vous paraît crédible? Ou est-ce que pour vous c'est la Russie? Est-ce qu'on est allé trop vite? On vous attend au 0826 300 300. Et pour en parler, notre invité ce soir c'est Régis Le Sommier. Bonsoir Régis. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta, grand reporter, réalisateur en l'occurrence du documentaire Ukraine, voyage au bout de l'enfer. On fait un petit point d'abord avec nos éditorialistes. Philippe Bilger, on va trop vite dans les accusations. Alors, franchement là-dessus, et vous le devinez bien, je n'ai aucune lumière, simplement je me pose l'alternative suivante, si j'ose dire, je ne vois pas pourquoi les Russes auraient fait ça. Ça n'était pas apparemment leur intérêt, et mon américanophilie naturelle me fait que je me défie de cette accusation contre les États-Unis, dont je ne vois pas également l'intérêt qu'ils auraient pu avoir à aggraver l'anti-américanisme. Donc c'est les baleines en fait. Françoise de Gaulle. Oui, qui ont fait 3 explosions. Non, il y a peut-être quelqu'un d'autre. Non, moi je voulais juste dire que vous savez, on est toujours précédé, de près de Coriche, la CIA est toujours précédée de ce halo sulfureux, de tous les coups pourris possibles, inimaginables. On va pas refaire la longue liste. Donc, à partir du moment où quelqu'un d'aussi sérieux que ce journaliste américain qui est pris Pulitzer, a beaucoup travaillé. Vous savez, par ailleurs, je nous trouve un peu injuste sur la presse parce qu'il y a toujours eu beaucoup de bémols sur Nord Stream. Il n'y a jamais eu des choses qui ont été affirmées à ce point-là. Vous avez entendu certains commentaires. Non, mais il laissait sous-entendre que c'était peut-être la Russie. Mais il y a toujours eu quand même un doute, si vous voulez, sur Nord Stream. Au moins un doute qui a diffusé dans l'opinion. Donc moi, j'attends de voir. Quand on va attendre que le précipité de tout cela retombe, mais je ne serais pas du tout étonné qu'on ait droit à une petite manip de la CIA. Sébastien Ménard. La guerre, c'est un grand sabotage en fait. Donc on sabote des territoires, on sabote des vies humaines, on sabote des vérités. Et on sabote, je dirais, une partie de l'histoire. Donc, faut pas non plus oublier qu'il y a la guerre des armes, il y a la guerre de l'information, la désinformation, la guerre de l'intelligence, et tout ça, moi, je suis un peu comme Philippe, quoi. Je suis dubitatif. Est-ce que c'est les Russes? Est-ce que c'est pas les Russes? Est-ce que c'est les Américains? Est-ce que c'est pas les Américains? Est-ce que c'est pas les Polonais? Est-ce que c'est pas les... Enfin, je sais pas. Voilà. On est dans la manipulation totale. Voilà. Régis, faut l'accepter. Régis Le Sommier, le 7 février, il y a un extrait de Joe Biden qui dit si la Russie envahit l'Ukraine, il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous allons y mettre fin. Mais est-ce que ça veut... On ne peut pas forcément en déduire que la menace est suivie d'une action. C'était le 7 février 2022, de l'an dernier évidemment. Oui, bien sûr. C'était donc. Il faut savoir qu'autour de ces pipelines, il y a eu beaucoup de controverses, et bien avant le début de la guerre en Ukraine. Mais moi, je reviendrai plutôt sur la question alors, le problème de l'enquête de Simon Hirsch. Moi, je me suis plongé dedans là tout à l'heure. C'est qu'elle repose sur une source anonyme. Oui. Alors, il y a toujours des sources anonymes. On peut les utiliser dans le journalisme, hein, mais là, il y a une seule source qui a eu accès à la planification de cette destruction, dit-il.
Maintenant, il faut voir qu'il y a le pédigré de Simon Hirsch. C'est aller un peu vite en besogne de dire Pulitzer Prize. Il l'a eu, en effet. C'est quand même un personnage qui a révélé des choses et qui a été à des moments cardinaux de l'histoire des États-Unis. En premier lieu, il s'est fait connaître à l'époque en révélant l'existence du massacre de My Lai, en gros un oradour sur glane au Vietnam, qui a montré que l'armée américaine avait des comportements problématiques. Évidemment, ça a nourri le mouvement pacifiste aux États-Unis et ça a été un basculement, un point de bascule. Également, il recommence pendant la guerre en Irak, c'est lui qui publie, et en tout cas qui révèle l'histoire des tortures à Abu Ghraib. Et donc, évidemment, l'utilisation des tortures par un groupe d'ailleurs de membres de la garde nationale diligentés par la CIA à l'époque, à qui on avait dit il faut ramollir les prisonniers. Voilà. Et Simon Hirsch s'est trouvé là à chaque fois. Alors après, Simon Hirsch, dans sa carrière, a des controverses aussi. Il n'a pas toujours réussi. Il s'est lui-même fait manipuler. Il a une analyse des dessous du conflit syrien qui était un peu alambiqué et qui n'ont pas donné lieu à une de grandes révélations, contrairement à ce qu'il avait annoncé. Donc, mais le fait que là, cette fois-ci, il arrive et il met les pieds dans le plat dans un grand problème parce que on a beau dire on ne sait pas qui a fait ça, quelqu'un l'a bien fait. 3 explosions, voilà. C'est pas, on dit pour plaisanter les baleines, il y a forcément une puissance avec un matériel adéquat et des moyens qui a fait l'explosion. Mais on est d'accord, Régis, vous connaissez parfaitement bien. Vous connaissez bien la musique. On dit une puissance, ça ne peut pas être n'importe quelle puissance. Ça ne peut pas être la Pologne. Ce sont des puissances forcément. Ce sont des puissances qui ont toute la logistique. Ou c'est la France, ou c'est la Grande-Bretagne, ou ce sont les États-Unis, éventuellement l'Allemagne. Mais ça ne peut pas être, par exemple, la Pologne qui a fait ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça restreint quand même le cercle. Tout à fait. On est d'accord. Philippe Bilger. Mais le cercle. Pardon, je peux répondre. Le cercle, il est très restreint, le cercle, parce que il y a 3 explosions. Et dans ce qu'explique Hirsch, et c'est extrêmement bien documenté, ça. Encore une fois, je vous dis, je viens de le lire. Ce qui est extrêmement bien documenté, c'est que les 3 explosions, il y a eu une possibilité envisagée, dit-il, par les Américains, de créer une explosion à travers des avions, c'est-à-dire que des avions balanceraient des bombes et qui exploseraient. Mais là, le fait que les 3 pipelines, et je précise une chose aussi très importante, c'est que Nord Stream 1 et Nord Stream 2 qui ont été atteints sont distants d'1 mile, donc c'est pas tout à fait au même endroit. Ouais. Donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un degré de sophistication qui fait que il faut plonger en profondeur pour faire ça, pour installer de l'explosif. Ouais. Selon lui, c'est du C4. Ne peut pas le faire. Ça peut être et n'importe qui, évidemment. Et c'est 4 pays qui peuvent le faire. Et Israël, on peut rajouter Israël aussi, qui est capable de faire ça. Quel sera l'intérêt d'Israël? Régis, dois-je comprendre que lorsque vous décrivez, vous faites le portrait de ce journaliste, que vous diriez qu'il a pu être animé par une, comment dirais-je, une partialité anti-américaine? Et deuxième élément, quel aurait pu être l'intérêt des États-Unis à faire ça, à votre avis? Non, je ne dis pas ça. Simon Hirsch fait partie de ces magnifiques journalistes américains. Il y en a des quantités qui se sont opposés au pouvoir. Revoyez les hommes du président. Bien sûr, vous avez Carl Bernstein. Mais dans le même sens, et vous avez une capacité. Oui, mais vous avez une capacité aux États-Unis réelle de la presse d'être un vrai pouvoir. Je dis pas qu'en France elle ne l'est pas, mais elle l'est nettement moins. Et ce qui se passe avec Simon Hirsch, quand je dis il a été présent, c'est-à-dire que lui il a enquêté et il a sorti des histoires incroyables qui ont eu de l'influence, parce qu'aux États-Unis, quelqu'un qui fait ça peut le faire. Il va pas être enquêté, il va pas être, il sera peut-être l'objet de pression si vous voulez, mais il y a une sacro-sainte liberté de la presse aux États-Unis. C'est un principe cardinal de leur démocratie. Et donc là, Hirsch intervient à nouveau dans un moment critique de l'histoire américaine en apportant une pièce au puzzle d'une possible manipulation, d'un possible sabotage orchestré par la CIA, puisque faut appeler un chat un chat. C'est vraiment ce qu'il dit. Donc il dit voilà.
Régis Le Sommier, Nicolas Maciucci dit, directeur de recherche du Centre d'études stratégiques de la Marine, il dit la politique américaine par rapport au Nord Stream 2 a toujours été une politique d'opposition. Donc finalement, plus on revient en arrière, plus on se rend compte que les Américains ne voulaient pas de cette dépendance. Ah ben non, mais ça avait été dit par Donald Trump, souvenez-vous, quand il menaçait de quitter l'OTAN. Donald Trump, en fait, disait on ne va pas continuer à assurer la sécurité. Il prenait l'Allemagne, précisément. Je pense qu'il avait dû lire le New York Times dans son lit le matin, et il avait découvert que l'Allemagne était dépendante aux 2/3 pour ses livraisons d'énergie du gaz russe. Et ça l'a fait bouillir, et la conférence de presse suivante, il a dit c'est pas possible, on va arrêter parce que c'est nous qui payons pour la sécurité d'un pays qui s'approvisionne aux 2/3 par de l'énergie qui vient de notre adversaire, parce que la Russie est toujours restée un adversaire des États-Unis, même s'il y a eu des rapprochements. Voilà. Mais là, donc clairement, oui, ce projet permettait, était pour l'économie allemande un bienfait incroyable, puisqu'il pouvait développer le fameux Deutsche Qualität, et la puissance de l'économie allemande était basée sur ce gaz pas cher, sur ce gaz à bon marché. Nous aussi, on en bénéficiait, enfin dans une moindre mesure, mais l'Italie, par exemple, en bénéficiait énormément. Et donc pour les États-Unis, évidemment, c'était un magot qui leur échappait, et c'était surtout un outil de souveraineté, de domination qui leur échappait. Et là, on est clairement dans des rapports entre les deux grandes puissances, puisque la Russie est revenue au premier plan, quoi. Voilà. Sébastien Ménard. C'est exactement ce que je voulais dire. Vous avez aujourd'hui les États-Unis qui vivent nous on dirait à cause, mais côté américain, grâce à ce conflit, une embellie politico-économico-diplomatique. Oui. Ils reviennent au cœur, je dirais, du jeu européen, à moindre coût, à moindre frais, sur un terrain, je dirais, d'un théâtre de guerre où ils n'ont pas envoyé le premier GI. On a des réactions au 0826 300 300, et c'est Sandrine qui est avec nous. Sandrine, de Haute-Savoie. Une réaction, Sandrine. Ma première question, à qui profite le crime? Voilà, on commence par là. Et puis ça nous amène à nous poser une deuxième question, c'est si c'est les États-Unis, on voit bien que c'est tout à fait possible. Quand on a des amis capables de faire ça, on n'a pas besoin d'ennemis, quoi. Donc il faut vraiment se poser des questions par rapport à ça, c'est se dire que on n'est plus dans un monde stable, on n'a pas forcément les alliés qu'on croit, et ça serait intéressant de savoir qui c'est. Régis Le Sommier, s'il était avéré que c'était les États-Unis, quelles seraient les conséquences sur la politique entre l'Allemagne, géopolitique entre l'Allemagne et les USA, l'Europe et les USA, comme c'est quand même les Italiens achetaient aussi beaucoup de gaz russe, quelles seraient les conséquences, à votre avis? Écoutez, de façon formelle, je pense qu'il y aurait des conséquences. Mais de façon sur le fond, je n'en suis pas sûr. La domination des États-Unis sur ses alliés aujourd'hui est telle que leur capacité de critiquer ou d'émettre ou de vouloir sortir du jeu est infime. À mon sens, vu le développement de la guerre en Ukraine aujourd'hui, on a été, il faut l'appeler par son nom, dans une démonstration d'une vassalisation de l'Europe aux intérêts américains, ou en tout cas, on a des objectifs communs avec les États-Unis, y compris dans cette guerre, si vous voulez, mais on n'a plus de marge de manœuvre. Pour moi, l'Europe a acté quelque part son arrêt de mort avec cette guerre. Elle l'a fait pas de manière consciente, elle l'a fait en dépit d'elle-même, puisqu'elle a été toujours incapable de développer une politique de défense cohérente et de se soustraire peut-être de cette domination écrasante de l'OTAN, et qu'à partir de ce moment-là, aujourd'hui, il sera très difficile, à part prendre des positions de principe en disant souvenez-vous ce que la France a fait quand il y a eu le sabotage d'un contrat de 60 milliards de dollars avec les sous-marins avec l'Australie. On a rappelé notre ambassadeur américain, et on a rappelé l'ambassadeur, on l'a renvoyé, et il n'y a rien eu. Donc on est aujourd'hui malheureusement pieds et poings liés aux intérêts américains, et on a très peu de marge de manœuvre. Donc à mon avis, même s'il est réveillé, mais on l'a vu, la Maison-Blanche s'est empressée de démentir l'enquête de Seymour Hersh, il faudrait qu'elle soit étayée par d'autres. Il faudrait vraiment que le scandale éclate, que d'autres médias prennent le temps parlera peut-être. Mais honnêtement, mais ça ne changera pas
structurellement les jeux d'alliance aujourd'hui. Je suis d'accord avec Régis, ce sera des protestations très importantes, ça ne changera absolument rien. Après, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que, bien sûr, nous sommes dans la main des Américains, mais l'Europe n'a pas signé son arrêt de mort. Il ne faut quand même pas exagérer. Là, ce discours-là me paraît un peu trop mortifère, ça n'est pas la réalité. L'Europe existe, les Américains, c'est une guerre qui est tout bénéfice, elle est à 10 000 km, elle leur coûte pas un soldat, et elle relance leur industrie énergétique et leur industrie de l'armement en plus de ça. Mais dire que l'Europe a signé son arrêt de mort, vous allez un peu vite en besogne, mon cher Régis. Merci Régis beaucoup, Le Sommier. Régis Le Sommier, oui, directeur de la rédaction d'Omerta, grand reporter. Et je vous rappelle ce très bon documentaire Ukraine, voyage au bout de l'enfer. Dans un instant, la détente, la joie, la bonne humeur, toute la mauvaise foi de la Terre. Parlez pour vous. Qui va gagner ce quiz de l'actu entre les États-Unis et la Russie? Ni l'un ni l'autre, ce sera chez nous, dans les vrais mois. Allez, à tout de suite. On vous souhaite la bienvenue dans les vrais mois avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Sébastien Ménard, bien entendu. Garez-vous, moi je vous le dis, si vous êtes dans la voiture, soyons clairs, coupez le contact, garez-vous, mettez-vous à côté. Ça va charcler. Parce que ça va être compliqué. Allez, tout de suite le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Oui, je sais, merci beaucoup. C'est ce que dit ma mère tout le temps. Et Sandrine qui est avec nous. Bonsoir Sandrine, rebonsoir. Rebonsoir. Sandrine, donc vous avez eu le temps là depuis une demi-heure de voir qui malheureusement était bon et qui malheureusement était mauvais. Donc là, vous pouvez voir. Et c'est là qu'elle nous dit ils sont tous mauvais. Autant avec Philippe David, dès qu'on peut les pousser dans le ravin, on le fait. Mais là, ils se sont poussés tout seuls. Oui. Philippe Bilger, Françoise Degois et notre ami Sébastien Ménard. La hyène sauvage. Allez-y, Sandrine, on vous écoute. Alors moi j'aime bien les drôles de zèbres, alors pour le plaisir d'entendre éventuellement le rire de la hyène, je vais choisir Sébastien Ménard. On vous rappelle quand même que Sébastien Ménard est à la tête d'une entreprise, à peu près il y a 100 personnes. On rappelle que Sébastien Ménard est un être humain. C'est vrai, merci Françoise. Et donc ses collaborateurs. Oui. Donc nous, Sandrine, on est avec vous, on va écraser la hyénasse. Exactement. Et comme c'est extrêmement plébiscité, on va commencer par une question. Qui qu'a dit? Qui l'a dit? Qui qu'a dit? Qui qu'a dit à Denis Masseglia, qui est député Renaissance, en pleine séance à l'Assemblée nationale, viens, on va s'expliquer dehors, alors qu'il mentionnait à haute voix l'enquête sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Ruffin. Olivier Dussopt. Non. Bastien Lachaud. Non. Adrien Quatennens, Manuel Bompard. Non. Sandrine, on vous écoute. Mathilde Panot. Non. Allez-y Sandrine. Je sèche. Alors c'est une femme. C'est une femme. C'est une femme de la France Insoumise. Oui, bien sûr. Alors c'est Clémentine Autain. Obono. Non. On les a toutes faites. C'est Raphaël Garrido. Non, Raquel, pas Raphaël. Raquel Garrido. Mais les enfants. Compte de campagne Mélenchon. Compte de campagne Mélenchon. Bonne réponse de Philippe Bilger qui a été le plus rapide. Sophia Chikirou. J'ai une moitié de réponse. Qui a fait sa racaille en disant dis donc, viens, on va s'expliquer dehors. Moi ça j'adore. Mais comment vous voulez qu'on trouve ça? Bon, allez, 1-0. Sandrine, on gagne. On gagne, mais alors sans honneur. Vous gagnez. C'est pas top. Jamais 1-102 pour les Kikadi. Question Kikadi. Kikadi, toujours à l'Assemblée nationale, c'est devenu le plus grand cabaret. Au député Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy, il est temps que tu fermes ta grande gueule, j'ai travaillé plus que toi. Sacha Houlier. Bonne réponse de Philippe Bilger, le président de la commission des lois Renaissance. Voilà. Oh là là, Et après, ils sont exclus. Sandrine, Philippe, Sandrine vous dit merci. Vous dit merci. Ah ben voilà, parce que c'est vous qui brille ce soir. Quelqu'un déviant à toute mon affection. Ah, je pensais que j'allais dire quelqu'un de Vichy à toute mon affection. C'est une question. Mesdames et messieurs, c'est une question. Françoise Degois. Oui, pardon. C'est une question, pas de bol. C'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai vu le casting du jour. En septembre, quelle erreur a coûté 258 millions d'euros à l'équivalent de la SNCF en Espagne? Une erreur de billet? Non plus. Non. Une erreur d'aiguillage? Non, pas du tout. J'ai envie de dire une bêtise, je peux? Oui, allez-y. Ils ont testé les avions Nifler. Non, pas du tout. Une erreur de... Allez. Une erreur de 3 propositions. 1. Dégradation des câbles électriques.
2. 31 trains régionaux construits trop haut, qui ne passent pas dans les tunnels. 3. Ils ont oublié de construire les toilettes dans les wagons. 3 de réponse de Françoise Degois, la 2. La 2. Non, mais excusez-moi, les gars, ils ont construit des trains trop hauts qui ne passent pas dans les tunnels. Les deux, mais c'est déjà arrivé dans d'autres pays. Et en France, il y a eu un problème avec les c'est en caisses. Espagne. C'est pour ça que... Donc il n'y a pas que la France. C'est par déduction. Je ne savais pas. Une dernière question. Et nous, on est à 4-0. Une question anglaise. Allez, une question anglaise. Pour quelle occasion le ministère du Numérique et de la Culture britannique propose-t-il une playlist avec David Bowie, les Spice Girls, les Beatles et Queen? Quelle occasion? Oui. Pour quelle occasion? Les Spice Girls. Ah, mais c'est pas pour le couronnement de Charles. Bonne réponse de Françoise Degois. Et voilà comment on écrase la concurrence, ma chère Sandrine. Bravo. Et la hyène sauvage retourne dans son terrier. Non mais attends, on voit celles et ceux qui ont le temps de lire la presse et de ne faire que ça, celles et ceux qui gèrent des entreprises, qui créent la valeur, la richesse, des Il est génial. Non mais en plus on peut l'appeler la hyène macroniste parce qu'il parle comme les mecs. Et pour les deux premières questions, si j'ose dire, pour les deux premières questions, il y a aussi ceux qui traînent dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Absolument. C'est pas notre cas. Sébastien Ménard, il a rien à y faire en tout cas. Sandrine, vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix jusqu'à la fin de l'émission. On est ravis de vous accueillir, on vous trouve très sympathique. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez rien gagné, donc vous avez intérêt d'être sympathique parce qu'il faut rester. Il n'y a rien gagné. Elle a été la vraie voix d'un jour et on est très heureuse de l'avoir accueillie. Taisez-vous, Françoise Degois, vous faites du bruit. Voilà. Sur les deux bons chevaux. Exactement, vous avez misé sur les bons chevaux. Bon, ils sont pas tout à fait en forme, mais ils sont bons quand même. Allez, dans un instant, le coup de gueule sur la loi pour l'accélération des énergies renouvelables. C'est le coup de gueule de Philippe David. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci de nous rejoindre tous les jours. Merci de venir parler de l'actu, commenter, débattre, rire avec nous au 0826 300 300 avec Philippe Bilger. Comment ça va, Philippe? Très bien, j'attends avec une impatience. Ouais, c'est fou. Le moment c'est dingue. clé. Vous me flattez. Dans le rôle du meilleur acteur, Philippe Bilger. Mais vous savez que je ne mens jamais. Ouais, c'est vrai, parce que j'avais oublié. Ça, c'est vraiment, il faut la mettre en boucle, celle-là. Je ne mens jamais, ça peut être un gimmick de l'émission. Je dis du bien de Philippe. C'est ce que disent tous les conjoints infidèles. Allez, Françoise Degois est avec nous. Salut les amis. Et Sébastien Ménard est avec nous, bien entendu, aujourd'hui jusqu'à 19h. Allez, tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Oui, le Sénat a voté hier par 300 voix contre 13 la loi pour l'accélération des énergies renouvelables. Seuls 10 sénateurs LR et 3 centristes, dont Bruno Retailleau pour les LR, ont voté contre. Un texte qui prévoit l'accélération de l'éolien en mer et du solaire pour répondre à l'objectif fixé par Emmanuel Macron pour 2050, multiplier par 10 la capacité de production d'énergie solaire et installer 50 parcs éoliens en mer. Seul problème, cette loi interdit quasiment tous les recours pour ce qui est des implantations d'éoliennes, que ce soit sur terre ou en mer. Ces éoliennes qui, pour moi, sont un scandale écologique, si on analyse tout de la production à l'usage, et économique, le kilowatt coûtant une fortune à produire et l'éolien étant intermittent. Ces éoliennes qui, et c'est peut-être le pire à mon avis, défigurent nos paysages et stérilisent les sols où elles sont implantées. Je peux parler des paysages abîmés, j'étais le week-end dernier en baie de Somme, et il y en a partout, c'est devenu vraiment horrible. La loi pour l'accélération des énergies renouvelables aurait pu être baptisée du nom d'une célèbre émission des années 70 pour être plus en adéquation avec la réalité. Le titre de cette émission, c'était La France défigurée. J'étais sûre que Françoise Degois allait râler. C'est pas possible. D'abord la baie de Somme. J'y étais le week-end dernier. Écoutez, moi j'y vais souvent en baie de Somme. Je vois pas qu'est-ce qui vous fait dire. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est défiguré? Que ce soit le Crotoy ou Saint-Valery en Somme, il y a rien à l'horizon. Autour, il y a plein d'éoliennes. Moi, ça me choque. Mais ça vous choque, c'est vos arguments. Vraiment, encore une fois, c'est toujours les mêmes arguments repris en boucle. C'est intermittent. Non, maintenant, je ne cesse de vous répéter que depuis des années, on travaille sur le principe de stockage et que les éoliennes de nouvelle génération ne sont plus les mêmes que les immenses pylônes, qu'elles sont beaucoup plus compactes. Je ne cesse de vous dire que la folie qui consiste à expliquer que ça tue les nurseries en mer et que ça tue les poissons, ça n'est pas vrai. On est en train de se rendre compte avec le recul, notamment en mer du Nord, que les éoliennes implantées en mer, les champs d'éoliennes que j'ai d'ailleurs visité moi au large du Danemark, deviennent carrément des posidonies, c'est-à-dire des nurseries pour les poissons, c'est-à-dire que l'écosystème s'adapte. Et quoi, vous allez
continuer à quoi? Vous allez continuer à rouler avec de l'essence? Vous allez continuer à rouler avec ou du gaz de schiste? La réalité, c'est qu'il faut agir. Et bravo les sénateurs d'avoir voté. Bravo. Mais elles sont intermittentes, François. Oui, elles sont intermittentes. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire le contraire. Mais c'est pas le problème de ça, c'est que nous sommes, c'est comme pour les panneaux solaires, nous sommes dans une obligation et sur la laideur, les éoliennes sont en train de changer, elles sont beaucoup plus petites, elles sont beaucoup plus compactes. Elles sont toujours aussi laides. Mais c'est pas vrai. Écoutez, vous dites les cheminées d'usine sont d'une laideur absolue. Et pourtant, moi, je trouve que Dunkerque est une ville magnifique. C'est du réactionnarisme. Voilà. Bah écoutez, je suis fier d'être réel dans ce domaine. Conservateur et Sébastien Ménard, alors moi, venez à mon soutien. J'ai découvert avec énormément de plaisir, dans le cadre d'une réunion municipale à Biarritz où je suis élu, qu'il y avait aujourd'hui des technologies sous-marines pour, justement, avec la force des courants, produire de l'électricité. Je vous donne des indicateurs, en tout cas, qui sont... Oui, tout à fait. Là, ça se voit pas. Là, par exemple, sur 2 km² d'installation sous-marine, on arriverait, nous, à produire sur la côte basque 30% de l'énergie dont on a besoin. En sous-marin. Je trouve cette idée juste incroyable, sauf que, et là, Françoise ne va pas me contredire, c'est qu'il faut entre 7 et 10 ans pour pouvoir installer tout ça et notamment obtenir les autorisations. Voilà. La réalité, c'est aussi ça. Aujourd'hui, et là, je ne suis pas d'accord avec Françoise, je suis d'accord avec Philippe David, il faut quelques mois pour obtenir l'autorisation. De toute façon, comme il n'y aura pas de recours, on pourra nous foutre des éoliennes absolument partout, qui défigureront le paysage et notamment l'intégralité de nos cartes postales. Ça, il faut 2 ans, alors qu'aujourd'hui, on a des solutions françaises qui sont déjà éprouvées dans une partie du monde où on peut produire, je répète, nous on a 330 000 habitants sur la côte basque, on peut produire avec 2 km d'installation sous-marine 30% de nos besoins énergétiques annuels. Voilà, je pose ça ici. Effectivement, M. Macron serait bien inspiré de nous faciliter la vie pour nous permettre d'installer. Mais le ministère de l'écologie les connaît, la force marémotrice, tout ça est connu. On parle de l'efficacité. Les champs d'éoliennes en mer du Nord, d'abord, sont au large. Il faut d'abord, est-ce que vous les avez visités? Donc vous pouvez pas dire... je pense pas qu'on puisse parler d'une chose qu'on n'a pas appréhendée. Non, mais je les ai vus, pas besoin d'inviter. Je vois les photos, je trouve ça laid. Excusez-moi, chacun ses critères esthétiques. D'accord, je suis d'accord avec vous, mais les critères esthétiques, ça ne peut pas suffire, si vous voulez, dans ce qui est en train de nous arriver. On va à la catastrophe. Mettons des éoliennes en plein centre de Paris, alors c'est bien. Nous allons à la catastrophe dans l'utilisation des énergies fossiles. Est-ce que vous l'avez bien compris? Mais il y a le nucléaire, c'est pas fossile. Mais est-ce que vous avez bien compris? Le nucléaire, combien de temps est-ce qu'il faut pour construire? On n'est même pas foutu, on a 15 ans de retard sur la 3e génération de réacteurs. Mais la faute à qui? Qui est-ce qui a arrêté Super Phoenix? Qui est-ce qui a arrêté tout ça? Excusez-moi, non, vous arrêtez là-dessus. Je parle de la 3e génération. C'est pas à cause de Lionel Jospin que nos réacteurs, on n'arrive pas à les construire. Si on n'avait pas arrêté Super Phoenix sous Jospin, ça irait peut-être mieux aujourd'hui. Vous racontez n'importe quoi. Ah non, c'est vous qui racontez n'importe quoi. Nous avons mis tout l'argent que nous avions dans la 4e génération de réacteurs nucléaires que nous n'arrivons même pas à développer, d'accord? Donc ça n'a rien à voir avec une décision politique. La décision politique. Excusez-moi. La décision politique a été prise de tout mettre sur ces réacteurs que nous n'arrivons pas à construire. Rappelez-moi le dépassement en milliards du générateur que nous n'arrivons pas à terminer. Ça n'a rien à voir avec Super Phoenix. Rien à voir. Voilà, je vous le dis, ça n'a rien à voir avec Super Phoenix. Moi, quand les enfants s'engueulent, je les envoie dans leur chambre. En tout cas, allez. Le top clic avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et Félix Mathieu, le mot crous se hisse en top tendance ce soir. Ben oui, avec les tweets indignés de la gauche suite au rejet de sa proposition de repas à 1 euro pour les étudiants dans les crous, proposition soumise au vote via la niche parlementaire du PS, proposition adoptée de justesse dans un premier temps, puis finalement rejetée à 1 voix près par Renaissance et LR, d'où ce courroux de la gauche, par exemple de l'insoumis Aurélien Saint-Toul qui poste une vidéo pour dénoncer une attitude pathétique, selon lui, de la Macronie. Le gouvernement, les macronistes ont fait durer le plus possible les débats pour en fait passer des coups de fil, rappeler les retardataires et leur demander absolument d'arriver en nombre pour empêcher le vote de la loi. Et c'est ce qui vient de se passer. L'argument que j'ai entendu sur les bancs des macronistes me rend fou. On nous a dit, oui, vous savez, si vous mettez 1 euro pour tout le monde, c'est injuste parce que les gosses de riches et les gosses de pauvres vont payer la même chose. Et ben oui, effectivement, les gosses de riches et les gosses de pauvres, ils ont le même droit d'être indépendants, d'être autonomes et de ne pas dépendre des financement de papa et maman. Ça sert à ça, en fait, la logique des bourses, par exemple. Et j'ai même entendu cette phrase qui est absolument incroyable et scandaleuse. Oui, mais vous savez, avec votre disposition, les enfants de Bernard Arnault, ils vont payer la même chose que des enfants de chômeurs. Ces gens sont des fous furieux de pouvoir nous dire des choses pareilles, parce que les enfants de Bernard Arnault, ils iront jamais au Crous. C'est sûr et certain.
La niche parlementaire du PS comporte aussi une proposition de loi pour nationaliser EDF, éviter son démantèlement avec l'objectif affiché, je cite, de mettre fin à 25 ans de cycle néolibéral de dérégulation du service public de l'énergie. Je la ramène pas souvent, mais l'argument il est quand même assez pathétique. Oui, sur les enfants de riches et de pauvres, c'est un peu ridicule. 1 euro, quand on sait quelle est la galère des familles qui n'arrivent plus à donner même le billet à leurs enfants étudiants pour pouvoir se nourrir, etc. Oui, mais c'est minable. Oui, mais allez-y, Philippe. En même temps, on ne peut pas en permanence cracher sur les milliardaires comme le fait le PS et ensuite ne pas admettre un argument qui va contre l'égalité française un peu absurde. Je ne trouverais pas choquant, en effet, qu'on fasse des disparités. 1 euro pour tout le monde, ça me paraît un peu absurde. Mais Philippe, je vais juste vous dire un truc. Philippe, je vais juste vous dire un truc. Moi, j'avais un père qui était très fortuné. Ouais. Il ne m'a jamais aidé. Et si j'avais à l'époque eu la possibilité d'avoir ces trucs à 1 euro parce qu'il ne donnait pas sa pension alimentaire, j'aurais été très contente. Et pourtant, je suis une gosse de riche. Voilà. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Cécile, on peut être une gosse de riche et n'avoir pas d'argent. Voilà. Ça existe. Mais je trouve que cette volonté de la part de la majorité de faire qu'on ne tombe pas dans une égalité absurde, donner la même chose à ceux qui peuvent et à ceux qui ne peuvent pas. Comment vous faites ? Je ne trouve pas ça totalement absurde. Écoutez, il propose absolument pas d'alternative. C'est absolument. Mais l'argument est indigne. Vous pouvez rester dans la. Mais c'est la mauvaise foi absolue. C'est complètement bidon. C'est qu'ils ne veulent absolument pas. C'est tout. C'est ça la réalité. Ça n'avait pas été voté sous le gouvernement précédent que les repas pour les boursiers étaient à 1 euro à l'université. Moi, non, pas du tout. Ils ne sont pas à 1 euro à l'université. Je crois que pour les boursiers, c'est ça. Et surtout, c'est pour ça qu'ils veulent l'étendre. C'est pour les boursiers. Il y a plein de gens qui n'ont pas le droit aux bourses et qui. Alors, sur les boursiers, c'est pas le problème. Le problème, c'est que vous avez des gens qui appartiennent à la classe moyenne, dont les parents, ils ne touchent pas de bourse. Et vraiment, tous les gens qui sont dans la classe moyenne, dont les enfants ne touchent pas de bourse, c'est une galère. Ils sont trop riches pour être boursiers et trop pauvres pour se démerder tout seuls. C'est ça. Il fallait faire un truc pour tout le monde. Et puis basta. Allez, c'est très bien. En marge des débats sur la réforme des retraites, un échange étonnant qui a eu lieu sur les réseaux sociaux à propos du niveau sonore de l'Assemblée nationale. Ah oui, c'est classique, on l'a beaucoup vu, on les a vus ces scènes de bruit avec la réforme des retraites débalancée par une députée de la majorité, Patricia Lemoine, qui écrit sur Twitter « Preuve des vociférations des députés NUPS digne d'une cour d'école, la montre d'une collègue s'affole, les Français méritent mieux, un débat de fond apaisé et constructif, publication avec une photo à la pluie, photo d'une montre connectée qui alerte « Attention, le niveau sonore autour de vous atteint 90 décibels, une exposition continue à ce niveau sonore est dangereuse ». Bon, après cette publication de la députée de Seine-et-Marne, certains ont peu apprécié de la voir se plaindre, comme Cam, qui lui rétorque des nouvelles du groupe politique qui a supprimé les vibrations des marteaux-piqueurs des critères de pénibilité sur les retraites. Mais bien sûr, et excellemment, et des nouvelles, oui, les marteaux-piqueurs, l'exposition aux produits chimiques ne fait même plus partie de la pénibilité. Et on termine avec du romantisme, on termine par ce baiser qui interloque l'Amérique. Délirant. Un baiser entre la First Lady Jill Biden et le mari de la vice-présidente Kamala Harris, baiser qui enflamme les réseaux sociaux. Ça s'est passé tout juste avant le discours de Joe Biden sur l'état de l'Union mardi. La première dame Jill Biden a salué le mari de la vice-présidente avec un baiser appuyé au coin des lèvres, mais alors vraiment au coin, pour vous résumer le débat. Beaucoup outre-Atlantique estiment clairement qu'ils se sont juste embrassés sur la bouche, un peu comme Brejnev et Honecker. Le béco de l'Union a ironisé par exemple le tabloïd conservateur New York Post, Fox News aussi a embrayé. Pour eux, ça ne fait pas de doute, les deux se sont bien embrassés sur les lèvres. Une ancienne conseillère de Donald Trump en a même profité pour ironiser sur le fait que, dis donc, le Covid, c'est bel et bien fini. C'est très drôle. C'est drôle. Allez, embrassons-nous, c'est bien. Oui. Dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix de Françoise Degois, de Philippe Bilger et de Sébastien Ménard, bien entendu. Et puis notre coup de projecteur sur cette baisse de natalité, ces contraintes budgétaires qui, visiblement, créent la fermeture des classes. Est-ce que vous pensez que cette fermeture des classes est inéluctable ? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est juste dingue de se dire qu'aujourd'hui, on parle d'éducation et on ferme des classes par centaines un petit peu partout en France ? Vous allez voir le décompte, on vous en parlera. 0826 300 300, je suis sûr que ça vous agace.
On vous attend au standard, à tout de suite. Merci de votre fidélité, merci pour tous les messages que vous nous envoyez, merci de nous regarder sur notre chaîne YouTube, de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, encore une fois. Ça fait du bien en tout cas, ça fait chaud au cœur, on n'a pas l'impression de le faire pour sa famille en fait, on a l'impression de le faire pour un peu plus de gens autour de nous. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois est avec nous, Sébastien Ménard est avec nous, et je rappelle quand même qu'à partir de 19h à 20h, on parlera automobile avec Philippe David, et le patron de Mini il sera avec nous, pas la sœur de Mickey, mais Mini, la voiture Mini éternelle. Éternelle. Moi, le vieux modèle. On s'en fout, Françoise de Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu. Regardez les actualités régionales. Tour à tour. Finot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je lui donne. Le tour de table de l'actualité. Et le tour de table de l'actualité, on commence avec vous, Philippe Bilger. Vous ne reconnaissez plus votre ami Robert Ménard, qui est devenu plus calme dans la forme et quasi classique sur le fond. Oui, je l'ai écouté ce matin dans la matinale de Patrick Roger et j'ai senti une évolution considérable. Il faut penser que Robert Ménard, à une certaine époque, était un ami. Je dirais qu'il fallait que je calme sur le plan de la liberté d'expression. Il était quasiment dans l'ordre de l'amendement premier de la Constitution américaine. Avec une logique implacable, il considérait qu'on avait le droit de tout dire. Alors que, évidemment, nous avions une loi qui réprimait à juste titre parfois les transgressions par rapport au principe de liberté de la loi de 81. Et je l'entends ce matin et je suis ravi de cette évolution. Elle ne me gêne pas, un ton totalement apaisé et sur le fond, mon Dieu, une espèce de sage d'âge mûr qui répartit les bons, les mauvais points, qui est un peu macroniste, qui critique le Rassemblement national et qui apparaît singulièrement serein. Je ne le reconnais plus et j'en suis presque ravi. La puberté, c'est fini assez tard. Sébastien Ménard, vous êtes juste homonyme. Oui. Les Ménards sont des gens bien. Par définition. Depuis que je vous connais, je n'étais pas convaincu, mais bon. C'est la présence de Françoise qui parfois me dérange. Mais c'est ça le dérègle, c'est comme la montre de la députée dans l'hémicycle. Tu vois, c'est une montre. On pensait que c'était une hyène, en vrai, c'est une montre connectée, Ménard. C'est pas un vrai être humain. Attends, je le touche. Ah, oh là là, c'est du plastique. Elle m'a pensé. Il est pas vrai. En fait, ce type est un hologramme. C'est la mode domotique. Allez, on vous écoute. Oui, donc, moi, j'ai pas de. Je suis sidéré quand même du changement de pied de Robert Ménard. Je l'ai écouté ce matin. On est passé de l'hirsute, plus extrême droite que moi tu meurs, si tu veux, avec des propos qui étaient complètement borderline. Maintenant, il est macroniste. J'ai l'impression de voir le plus discipliné des élèves macronistes. Alors lui, je dirais pas que c'est par opportunisme, parce que il a strictement aucun intérêt, Robert Ménard, à être dans le wagon macronien ou pas. Il s'en moque. Il a réussi ce qu'il a réussi dans sa ville. J'ai été assez sidéré de ce changement, de cette transformation. C'est lié à quoi? Je n'en sais absolument rien. Peut-être une petite lumière intérieure, peut-être son épouse. Je pense que tous ses copains du Front National doivent bien se moquer de lui, surtout, c'est ça. Ses ex-copains. En tout cas, Françoise. Qu'est-ce qu'il ramasse? Qu'est-ce qu'il leur met dans la courge? C'est quand même assez impressionnant. On parle d'un sujet très important et je suis contente que vous ayez pris ce sujet sur la solidarité internationale. En ce moment, Turquie-Syrie, c'est un miracle quand même. C'est vrai qu'en matière de géopolitique... Tout vole en éclats. C'est pour ça que ça me laisse toujours dire que je suis très rousseauiste. Pas Sandrine Rousseau, bien sûr, mais Jean-Jacques Rousseau, en disant que finalement, les êtres humains aspirent dans le plus profond de leur être à la paix et à la concorde. Quand on se rend compte de ce qui se passe, on se rend compte que toutes les barrières tombent. On est à 20 000 morts ce soir. Encore bilan provisoire. C'est un véritable désastre. J'ai pas le souvenir. Peut-être le tremblement de terre de Kobe, mais je suis pas sûr qu'il y ait eu autant de victimes. Turquie, Syrie, qu'est-ce qui se passe? Les équipes internationales arrivent jusque-là, c'est très normal. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie, c'est très normal. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit aujourd'hui des sauveteurs israéliens, main dans la main avec des sauveteurs de l'autorité
l'autorité palestinienne, eux-mêmes main dans la main avec des sauveteurs iraniens, en train de secourir des victimes en Syrie. Quand on connaît la relation entre la Syrie, la haine entre la Syrie et les Israéliens, tout le monde arabe avec les Israéliens qui travaillent ensemble. Et la sécurité civile française, hein, rappelons-le aussi. Mais d'accord, mais il n'y a aucun problème en réalité entre la Turquie et la Syrie. Il y a zéro problème entre la France et l'Europe. Je me rends compte à quel point finalement les haines cuites et recuites s'effacent complètement par rapport à cette. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Mais je crois que ça nous démontre surtout, pour moi, ce que ça me démontre, c'est que la réalité finalement de la nature humaine, et c'est là-dessus qu'il faut toujours se baser, elle est faite de volonté, de solidarité, de concorde et, comment dirais-je, de cette capacité à dépasser les différences. Tout ce qui fait que les différences ne se dépassent pas et que nous sombrons tous dans la guerre, ce sont généralement des mécanismes politiques, mais ce que nous montrent toujours les grandes catastrophes, et celle-là particulièrement, c'est au fond ce qu'est l'être humain. L'être humain n'est pas une espèce de cloaque horrible avec des tendances terribles, il est aussi fait de bonté. Et moi, ça me touche bien sûr avec ce bébé qui est né 3 heures après le séisme. C'est merveilleux, incroyable. cette image. Malheureusement, on n'a pas le temps de réagir puisqu'on a très peu de temps. Sébastien, un jeune homme atteint d'une maladie qui s'appelle la Hunter 2, qui souhaite participer au marathon de Paris pour les JO 2024. Oui, et c'est donc 4 copains, et en plus je les connais plutôt assez bien puisqu'ils travaillent avec moi. Ils ont, pour moi en tout cas, gagné d'ores et déjà la future médaille d'or. Je ne vais pas parler de la maladie. La maladie, c'est Hunter 2. Vous l'avez dit, Cécile, cette maladie génétique touche principalement des hommes. Elle est très rare, potentiellement mortelle. L'espérance de vie est de 10 à 20 ans maximum. Bastien, le petit Bastien, avait 10 ans quand on lui a diagnostiqué cette maladie. On lui a dit à lui, on l'a dit à ses parents, tu vas pas vivre 8 ans, mais Bastien se bat, il passe le bac, il se met à fond dans le sport, triathlon, semi-marathon. Il a aujourd'hui 26 ans et fait partie d'une bande de passionnés avec ses amis Nicolas, Alexandre et Dimitri. Ils ont un objectif. L'objectif, c'est le marathon de Paris en 2024 lors des JO, accompagnés évidemment, puisqu'ils ne peuvent le faire que accompagnés ensemble, et qu'on ne se trompe pas, ce magnifique projet, c'est pas une leçon de courage, parce que Bastien me l'a dit avant que je puisse parler de lui, parce que la PQR en parle là, depuis une 8aine de jours, un peu partout en France d'ailleurs. Il me dit, j'ai pas besoin de la mièvrerie des mots à la mode, j'ai pas besoin de démontrer mon courage, absolument pas. Voilà. Ce magnifique projet, c'est d'abord une histoire d'amitié. Alors, ils ont singé une grande compétition qui s'appelle la compétition Ironman. Oui. Et je vous encourage à aller voir Iron Bast, c'est comme ça que ça s'appelle. Et si vous pouvez les aider, les soutenir et les applaudir, ils seront au JO et ils feront le marathon de Paris en 2024. Et bravo. Bravo et merci d'en avoir parlé. Vous restez avec nous dans un instant, le coup de projecteur des Vévois sur cette carte scolaire, vous savez, 2023, qui annonce de nombreux départements, des fermetures de classes en cascade. On va en parler dans quelques instants. 0826 300 300, vous voulez réagir, vous êtes les bienvenus. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et ils sont bien entourés avec Françoise Degois que vous entendez. Françoise Philippe Bilger est avec nous. Sébastien Ménard. C'est nous. C'est qui C'est nous deux. Voilà, on a envie de parler d'autre chose que votre conversation nous intéresse. Le seul mec discipliné quand même, c'est quand même moi. Oui, il faut le reconnaître. Je suis désolé. En tout cas, c'est mais ça, c'est la hyène dans la savane. C'est toujours comme ça. En classe, parce qu'on va parler de l'école. Moi, madame, si gentille, les autres, ils sont méchants. C'est ça. J'étais comme ça pour la classe. Ça vous va bien. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et la carte scolaire de 2023 qui annonce dans de nombreux départements des fermetures de classes en cascade, en cause la crise Covid ou la chute de la natalité. Philippe, des arguments un peu légers. Oui, des arguments qui ne convainquent pas franchement les associations de parents d'élèves qui montent les unes après les autres au créneau, d'où la question qu'on vous pose. La fermeture de classe est-elle inéluctable suite aux contraintes budgétaires et à la baisse de la natalité? Et vous dites non sur Twitter à 62%. On va en parler avec notre invité Sébastien Fournier qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire départemental adjoint du SNUIPP FSU Bouches-du-Rhône. Petit tour forcément de nos éditorialistes ce soir. Ces fermetures en cascade. Alors nous on est allé regarder la carte pour donner un peu d'exemple. Pour vous dire, à Amiens moins 77 classes, Besançon moins 52, à Bordeaux moins 30, à Clermont-Ferrand moins 58. À Dijon, moins 72, à Limoges, moins 23, à Nancy, moins 85, à Nantes, moins
78, en Normandie moins 90, à Orléans en moins 81, Poitiers moins 60, Reims, enfin voilà, la liste est encore longue. Est-ce que finalement aujourd'hui on se dit, est-ce que on marche pas sur la tête, quoi. On parle d'éducation tout le temps, et là les chiffres c'est à peu près scandaleux. Ce qui m'intéresse, Cécile, c'est le fait que, d'abord, je n'imaginais pas une telle multiplication de fermetures dans toute la France. Et ce qui m'importe, c'est de savoir, on en parlait hier avec le point de vue avant-hier avec Françoise sur la fermeture dans son département, c'est le fait que la rationalité économique, à supposer qu'elle soit pertinente, domine radicalement par rapport à l'absence de volonté politique. Moi, je suis frappé de voir à quel point, pour des choses qui importent véritablement aux citoyens, on va avoir un score considérable là-dessus, eh bien, la volonté politique accepte son impuissance et au nom de critères économiques, de rationalité, d'efficacité prétendue, et là, ça me paraît dramatique à droite comme à gauche. Et moins 155 à Paris. Françoise de Gaulle. C'est ça, c'est que moi l'autre jour je mettais l'accent sur les Hautes-Pyrénées qui perdaient 5 postes, mais en réalité, voilà, les zones rurales c'est beaucoup, 155 à Paris, c'est énorme. Moi je suis encore une fois frappé par le discours qui a consisté lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé avec Jean-Michel Blanquer à claironner, nous avons dédoublé les classes, il y a moins de 20 élèves par classe, etc. pour finalement arriver à un mouvement pendulaire complètement dans l'autre sens, où on ferme des classes à tire-larigot. L'argument de la natalité, évidemment, je n'y crois pas. Il est aussi puissant que l'argument des députés La République En Marche pour ne pas voter le 1 euro au Crous, le repas à 1 euro dont nous avons parlé tout à l'heure. Et voilà, il y a quelque chose dans la gestion d'Emmanuel Macron, dans la gestion de cet exécutif, qui met ce pays à genoux. L'idée que le service public doit être rentable, ou s'il ne peut pas l'être, car c'est le cas de l'éducation nationale, eh bien, il ne doit pas coûter plus qu'on considère qu'il ne doit coûter. Ça n'est pas l'esprit de la France. Et donc, je pense que l'éducation nationale, tout ça ressort du même principe que les retraites. C'est une pensée d'efficacité et de rentabilité qui ne fonctionne pas avec le modèle français. Sébastien Ménard. Dans nos écoles de France, on rencontre Victor Hugo, on lit Victor Hugo, on enseigne Victor Hugo, on parle Victor Hugo. Alors on va citer Victor Hugo qui disait « Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons ». Moi, Cécile, je pense qu'on ne marche pas sur la tête, on est chez les fous. Parce qu'en fait, ce que ne dit pas le document que vous avez entre les mains, c'est que évidemment on ferme des classes. Évidemment, on ferme des classes. Comme le dit Philippe, pour des raisons comptables, budgétaires, et uniquement comptables et budgétaires. La conséquence de quoi? C'est quand on ferme une classe parce qu'il n'y a que 15 gamins dedans. Les 15 gamins vont faire grossir des classes où il y a déjà 30 gamins. 31 gamins, 32 gamins. Et aujourd'hui, vous avez, nous on a eu le problème à Biarritz, vous avez des classes où il y avait 29 gamins, ce qui est déjà pas mal, et vous vous retrouvez, parce qu'on décide de fermer une classe, à 34, 35, 37 gamins. Voilà, c'est totalement inacceptable, je suis complètement d'accord avec François. C'est le cas de ma fermeture dans mon petit village des Pyrénées, où les mamans vont se lever, bien sûr, pour prendre le bus à 6h du matin. Victor Hugo. Ouais, pas simplement, Sébastien Fournier, si on écoute ce qui a été dit, forcément, augmenter le nombre d'élèves dans une classe, on perd en qualité d'enseignement en France. Oui, écoutez, juste un chiffre pour comprendre un petit peu le décalage entre la question démographique et la question des moyens. D'après les prévisions, c'est pas mes chiffres, c'est ceux du ministère, il y aurait 63 000 élèves de moins dans le premier degré. D'accord ? Il y a 48 000 écoles en France. Ça représente donc un élève de moins par école. Pour faire face à ça, le gouvernement supprime 700 postes. Donc on voit bien qu'il y a un prétexte pris par la question de la baisse démographique pour fermer des classes. Et donc c'est une politique. Et donc c'est un problème parce que, conformément à ce qu'ont dit vos chroniqueurs, l'école c'est autre chose qu'une question comptable. La société française et donc l'école est face à des défis importants. On voit se développer des processus comme le complotisme. On a vu des choses qui amènent par exemple à l'assassinat de Samuel Paty, etc. C'est-à-dire que la question qui est posée à la société française aujourd'hui, c'est de savoir comment elle répond à ces défis-là et par quels outils. Et l'école est un outil fondamental. On a un autre indicateur très négatif, le fait qu'on constate qu'aujourd'hui l'école
fait de la reproduction sociale, de la reproduction scolaire, c'est-à-dire que les élèves des quartiers les plus défavorisés ne peuvent plus utiliser l'école comme un levier pour produire une ascension sociale dans la société. Et face à tous ces défis-là, tous ces constats-là qu'on fait quotidiennement, la réponse c'est on va faire moins d'écoles. Évidemment, ça augure mal des années qui viennent et de la société dans laquelle on vit demain. J'ajoute que l'école a un rôle important sur l'unité républicaine. C'est-à-dire que c'est là où tout le monde se rencontre, c'est là où tout le monde a droit au même enseignement, et c'est de là que part l'unité et le projet commun d'une nation. Et que quand on délite l'école, on délite aussi ça, et que, encore une fois, en faisant ça, on prépare mal la société de demain. Oui, je voulais juste rappeler quelque chose, pardon Philippe David. Les maires de Loire-Atlantique dénoncent une fermeture d'écoles abusive en 2019. En avril 2019, Emmanuel Macron a dit il n'y aura pas de fermeture d'école sans l'accord des maires. Donc là, ça veut dire... Je veux pas marcher sur vos plates-bandes, mais moi je vois dans les cas que je vous ai cités, mais je pense que c'est le cas partout, il n'y a aucune concertation avec les élus. Ce sont des décisions qui tombent de façon verticale, qui sont annoncées par l'inspection académique. Ni les communautés de communes, ni les maires n'ont la possibilité de faire le moindre recours. C'est ça qui va pas, c'est ça qui ne fonctionne pas. C'est toujours le décalage entre les mots de cet exécutif et la réalité des faits. Je ne sais pas s'il est arrivé un moment dans l'histoire récente de notre pays où on a eu un tel décalage, un tel désir de rentabilité de tout, ça c'est le premier point, et un tel décalage entre les mots et les actes. Je crois, j'ai pas le souvenir de ça. C'est le quoi qu'il en coûte, hein. En tout cas, vous nous appelez au 0826 300 300 pour nous donner votre avis. Vous êtes forcément parent d'élèves ou enseignant. On a envie de vous entendre sur ce sujet. Oui, on a Sandrine qui est avec nous, notre vraie voix du jour. Vous étiez enseignante, je crois, Sandrine, avant de devenir statisticienne. Oui, j'étais statisticienne, puis je suis devenue enseignante, et en effet, j'ai enseigné au collège notamment. Et oui, c'est complètement incohérent en tant que statisticienne. Hein. Je reviens sur la baisse de la natalité. Je vois pas le rapport avec la fermeture de classe. À partir du moment où on a déjà beaucoup d'élèves dans les classes, c'est plutôt une bonne nouvelle, qu'il y ait un petit peu moins d'élèves qui arrivent, mais si on laisse le même nombre de places. Parce que si on ferme des classes à chaque fois qu'il y a un petit peu moins d'élèves, on aura toujours beaucoup trop d'élèves par classe. Donc, puis c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça pour plein d'autres raisons, la baisse de la natalité. Par contre, au niveau des fermetures de classe, je trouve que le chiffre mériterait quand même d'être un petit peu plus explicité. On se demande si c'est dans le public, on se demande quel niveau, etc. Et moi, je me pose une question, c'est si c'est pas aussi parce que on manque de profs. Donc, comme on a fait en mathématiques, il n'y avait plus de profs de maths, on a supprimé des heures de maths. Là, il n'y a plus assez de profs, on supprime des classes. On va poser la question à Sébastien Fournier, qui est secrétaire départemental adjoint du SNU IPP FSU Bouches-du-Rhône. Oui, ce que relève la personne qui dit au téléphone est extrêmement important. On est dans une crise, moi je parlais des missions de l'école, mais pour les remplir, évidemment, il faut des enseignants, et on est dans une crise importante de recrutement. On en parle assez régulièrement, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de candidats au concours, que ce soit au concours de professeurs des écoles ou en concours de professeurs de collège et lycée. Et ça, il y a une réponse, il y a une raison, c'est la dégradation des conditions de travail des enseignants, la baisse aussi de leur rémunération, qui fait qu'aujourd'hui le métier n'est pas reconnu. Et là encore, quand on parle d'école, d'ambition, de défis pour la société du XXIe siècle, on n'imagine pas une société qui puisse émanciper toute une génération d'enfants sans des conditions de travail à l'école qui soient correctes. Et là aussi, on n'a pas de réponse satisfaisante. Effectivement, on supprime des postes au lieu de rendre attractif le métier, en garantissant des conditions de travail acceptables aux enseignants, en les rémunérant correctement, parce que derrière se joue évidemment la qualité du service public d'éducation, la possibilité pour toutes et tous d'accéder au savoir, à l'émancipation. Et on aura besoin, face aux défis qui viennent, d'avoir une société composée d'individus, de citoyens qui pensent, qui réfléchissent, qui sont capables de résoudre les problèmes qui sont posés à l'échelle nationale ou internationale. Sébastien Fournier, j'ai une question pour vous. Quand on voit par académie, c'est, on va dire, au doigt mouillé, mais c'est plutôt, parce que dans l'académie de Marseille, vous êtes dans l'académie de Marseille, il y a Marseille, très grosse ville, c'est plutôt des postes dans les zones, les grosses villes ou dans les zones rurales qui sont supprimés? Alors, pour ce qui concerne notre département, on ne sait pas encore, puisque les opérations de carte scolaire sont ce moment, ça va se discuter au mois de mars. Voilà. Ce qu'on sait, nous, c'est que
ce qui a été dit par votre auditrice là précédemment, c'est que on est déjà en situation très compliquée. Par exemple, dans les quartiers nord de Marseille, ça a été dit, je ne sais plus qui en a parlé au début, il y a eu cette fameuse annonce de Jean-Michel Blanquer sur le dédoublement des classes de CP, CE1 en éducation prioritaire. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas eu de création de postes, ça a été fait à moyens constants. Ce qui veut dire que aujourd'hui, les classes de CE2, CM1, CM2 en éducation prioritaire dans les quartiers nord de Marseille sont en moyenne à 24-25 élèves par classe en éducation prioritaire. Hors éducation prioritaire, ça veut dire que par exemple, en école maternelle, on a hors éducation prioritaire des classes à 31, 32 élèves. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Donc, zéro création de poste pour la rentrée prochaine, ça veut dire évidemment pas d'amélioration sur cette question-là. Et puis sur une autre question qui est très importante et que chaque usager du service public d'éducation connaît, c'est le fait qu'aujourd'hui, les enseignants ne sont pas remplacés quand ils sont malades. C'est-à-dire qu'on a supprimé les postes de brigade et de remplacement partout, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus école quand un enseignant est malade. Et que ça, pareil, ces chiffres-là ne permettent pas de résoudre cet enjeu-là, ce défi-là. Reste avec nous, Sébastien, une réaction de Philippe Bilger. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, tout de même, une fois qu'on a dénoncé la fermeture des classes dans toute la France, que vous avez, pas vous spécialement, mais les enseignants, les administratifs, une vision un peu trop pessimiste, comme si vous ne parliez au fond que de ce qui ne va pas à l'école, alors que la fierté d'être professeur, d'enseigner, c'est fondamental. J'ai parfois l'impression à vous entendre que c'est très doloriste uniquement tout ça. Sébastien Fournier. C'est toujours entre les deux. On a la chance de faire un métier à sens, mais vous voyez, quand vous écoutez les enseignants, vous écoutez aussi les hospitaliers. Tous ces métiers-là qui sont des métiers à vocation, dans lesquels effectivement on s'est engagé avec une haute idée de ce qu'on voulait faire, de ce qu'on voulait transmettre, du rôle qu'on pouvait avoir dans la société. Aujourd'hui, ces éléments-là, ils se fracassent sur la réalité des faits en fait. Et vous avez de plus en plus de collègues qui demandent à démissionner. On l'a dit tout à l'heure, il y a de moins en moins de collègues qui cherchent, de personnes qui cherchent à rentrer dans ces métiers-là. Et donc oui, il y a une vraie crise, une vraie dépression en fait à l'école. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais je pense qu'il n'y a aucune fatalité. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, c'est pas l'air du temps. C'est des choix concrets. C'est le fait de pas donner. Quand on donne pas les moyens aux enseignants d'accomplir leurs tâches et d'avoir la satisfaction du travail bien fait, eh ben on se met en situation effectivement de crise morale, sociale à l'intérieur de l'école. Et aujourd'hui, je crois qu'on en est là. Mais ça n'enlève en rien l'attachement qu'on a à notre tâche, à notre mission, voilà. Mais aujourd'hui, il y a une vraie crise. Voilà, il faut en prendre, je crois, conscience, en faire un débat sérieux, y apporter des réponses importantes. C'est la question des salaires, c'est la question des conditions de travail. Merci beaucoup Sébastien Fournier, secrétaire départemental adjoint du SNUIPP FSU Bouches-du-Rhône. Juste pour vous dire que dans les zones d'enseignement prioritaire, donc j'ai 5 zones, j'ai fait le compte, moins 405 classes. C'est pas possible. Absolument. Dans les zones d'éducation prioritaire, là où on en a le plus besoin. Absolument. On est d'accord que ça va pas du tout, les amis. Là. Eh bien, écoutez, vous restez avec nous, c'est pas fini. Les vraies voix, j'ai jusqu'à 19h. Vous pouvez nous appeler si vous voulez en parler. On vous attend au standard. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, avec Françoise Degault, avec Sébastien Ménard. On parlait de cette fermeture, de ces fermetures de classes. Ça fait forcément beaucoup réagir au 0826 300 300 et ça fait réagir Mohamed qui nous appelle de Perpignan. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Mohamed. Oui, bonsoir à vous invités et aux auditeurs. Mohamed. Bonsoir. Voilà, la fermeture de classe, je trouve que c'est un peu dommage, surtout un petit peu dans les quartiers défavorisés. Et puis bon, je pense que c'est €1 pour les étudiants qui n'arrivent pas à se nourrir. Et je vois que Total Energy, il a fait 20 milliards de bénéfices et peut-être même 36 milliards de bénéfices. Pourquoi pas demander à Total Energy d'apporter son aide pour éviter d'avoir des profs à moins, le €1 pour les étudiants, peut-être des logements pour étudiants. Ça serait une bonne action de la part de Total Energy. Et le message est lancé, Mohamed. Voilà, mais je crois que ça peut être une bonne idée. Peut-être que M. Pouyanné nous entend, nous écoute. Ces retraites aussi, on a tout le monde dans la rue. Je crois qu'avec 20 milliards, on peut mettre un peu dans les caisses de retraite au lieu de mettre
10 centimes de gasoil ou d'essence en moins, moi je préfère que le mettre dans l'éducation de nos enfants et de nos étudiants et peut-être Mohamed, de vous croyez au Père Noël ou pas? Comment ça se passe? Ben non, je ne crois pas au Père Noël, mais je m'aperçois quand même qu'il y a de l'argent. Bah oui, c'est le problème. Le problème, c'est la percussion. Moi, je sais très bien qu'il y a les grands esprits qui expriment, mais enfin, ça se fait pas comme ça. Et puis, les riches créent de la richesse. Et puis, c'est du populisme. Mais non, c'est pas du populisme. Je rappelle que la Grande-Bretagne, je rappelle que l'Allemagne, c'est quand même pas la Grande-Bretagne, c'est quand même pas le régime bolchevique par excellence. Je rappelle que l'Espagne, je rappelle que l'Italie de Mario Draghi, aussi bolchevique, voyez, que la Grande-Bretagne, ont mis en place la taxation des super-profits sur une durée limitée de 3 ans. Ils vont lever 10, 12, 15 milliards, même pense l'Espagne, sur 2 ans, pour justement soutenir le pouvoir d'achat. Mais pourquoi ne fait-on pas ça? Il n'y a rien de démagogique à dire, partagez un petit peu. Vous imaginez les bénéfices nets, si c'était pas retiré à cause de la guerre d'Ukraine, on serait à 32 milliards de bénéfices nets pour Total. Alors ils nous expliquent, oui, mais on a réalisé ça hors de la France, et puis vous avez toutes les belles âmes parisiennes qui disent pou circuler, c'est du populisme, c'est irréalisable. Mais non, bien sûr que c'est réalisable, il faut juste une décision politique, taxer des super profits. Et ce que dit Mohamed, c'est frapper au coin du bon sens, c'est ce que pense la majorité des gens, ça ne s'agit pas de dégraisser Total, mais de partager un peu. Je rejoins ce qu'a dit Mohamed, mais je l'aborderai autrement. On n'est pas obligé de taxer les grands profits. Pourquoi est-ce qu'on ne parviendrait pas à offrir, à présenter aux milliardaires les crises françaises en leur disant ils ont l'occasion de faire, je suis d'accord avec vous, réparer telle institution, ce qu'ils ont fait pour Notre-Dame. Je pense que tu as raison. Oui, Mohamed disait pas de taxer. Vous disiez quoi, Mohamed? Je ne demande pas de taxer, je demande de dire juste à Total. Voilà les difficultés qu'on rencontre à l'université pour que nos enfants puissent avoir un repas décent. Voilà ce qu'on rapporte. Votre avis? Les difficultés, voilà. Qu'est-ce que vous proposez? On a un problème de logement social, on a un problème de logement des étudiants, on a un problème de retraite, notre éducation est en train de partir à volo. Mais je ne veux pas qu'on taxe Total. Je lui ferai une proposition. Qu'est-ce que vous pouvez mettre sur la table? Un geste, effectivement. Sébastien Ménard. Moi, je propose de lancer à votre bon cœur, messieurs, mesdames, .sudradio.fr. Mais pourquoi pas? Écoutez, regardez, sur la Turquie, la Syrie, Lionel Messi a balancé 4 millions de dollars. Il a envoyé 4 millions de dollars pour aider les gens. Oui, avant-hier, il a fait un chèque immédiatement. Dans les grands moments comme Notre-Dame, Bernard Arnault est capable de se mobiliser. Et je suis d'accord avec Philippe, c'est offrir, ça c'est une idée que j'ai depuis longtemps, offrir la possibilité aux grands patrons d'avoir ce geste quasiment de démocratie sociale, presque de démocratie chrétienne, j'ai envie de dire, quelque chose de très ouvert et de très positif. Pourquoi pas? Merci à tous. Merci beaucoup Mohamed, merci beaucoup à tous. Ils ont été super, nos auditeurs. Ouais, de nous avoir appelés. Et la Sandrine, là, elle est redoutable. Françoise, elle était pas mal ce soir, vous avez vu. Elle voulait faire la révolution, mais à la cool. Françoise qui? La nôtre, Françoise de Bois. Là, j'aime pas du tout comment se finit cette émission. Je vous ai écrasé au quiz avec Philippe Bilger. Allez, les amis. Un petit rire, s'il te plaît, Yann, avant de partir. Merci Philippe Bilger, merci Françoise de Goua, merci beaucoup Sébastien Ménard pour ces jolis moments passés avec vous. On apprend des choses et on débat bien entendu en bonne intelligence. Merci à nos auditeurs. Dans quelques instants, les vraies voix qui font rouler la France. On parlera borne électrique et on parlera automobile avec Mini, ce constructeur britannique. Restez avec nous, on est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. À tout de suite.